sur cette heure. Voilà, c'est parti. Alors, au sommaire de ce webinaire sur l'électricité photovoltaïque, on va commencer par se présenter puisqu'on va faire ce webinaire à plusieurs voix. Donc, nous, les porteurs du service France Rénov' et les centrales citoyennes du Rhône et de la métropole de Lyon. Ensuite, on va partir sur des notions communes. Donc, qu'est-ce que l'énergie solaire? Des notions de base, les questions courantes et puis une phase de questions-réponses. Ensuite, on verra les étapes d'un projet individuel. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des panneaux solaires chez soi? On verra des alternatives à cette solution de devenir soi-même producteur dans sa maison. Et on ouvrira avec un temps d'échange avec les centrales citoyennes de votre territoire. Alors, qui sommes-nous? Donc, on est deux structures. L'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. Donc, nous, on travaille sur le Rhône hors métropole de Lyon. Et l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est sur la métropole de Lyon. Donc, on est des équipes assez conséquentes et on est porteur d'un service public qui s'appelle France Rénov' désormais et qui a vocation d'accompagner les particuliers sur les travaux de rénovation énergétique et sur les aides financières. Donc, il y a plus de 30 conseillers au total dédiés à l'accompagnement des particuliers. On se veut être un service de proximité, donc surtout gratuit, neutre et indépendant, et surtout sans intérêt commercial. On a une expertise et un accompagnement donc sur la partie technique, financière et sur l'aspect environnemental. Ce webinaire va durer environ entre, je pense, 1h15, 1h30 maximum. Donc, les financeurs de ce service, c'est un programme national, la région, le Grand Lyon, le département du Rhône et toutes les collectivités territoriales du Rhône. Et nous sommes en présence, alors je ne sais pas combien elles sont, mais en tout cas sur le territoire du Rhône et de la métropole de Lyon, on a ce gros avantage d'avoir un maillage très dense de centrales citoyennes où quasiment toutes les communautés de communes ont une centrale citoyenne. Voilà, donc vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure. Alors, un prérequis pour ce webinaire, c'est que là, en fait, on va parler d'énergie photovoltaïque. Mais avant de mettre en place des panneaux solaires, ce qui est important, c'est d'avoir une maison bien isolée. Voilà. Donc, la première question qu'il faudra se poser, c'est maîtriser ses consommations. C'est l'aspect sobriété. Donc, avant d'investir, par exemple, 8 000 € dans des panneaux solaires, est-ce que mes besoins en électricité, enfin en chauffage et en électricité dans ma maison sont maîtrisés? Est-ce que mon logement est bien isolé? Est-ce que je mets en place des éco-gestes? Et est-ce que je dois investir prioritairement dans ce premier poste? Voilà. Ensuite, ça va être l'aspect efficacité, c'est-à-dire réduire la quantité d'énergie nécessaire, mais pour un même besoin. Typiquement, changer sa chaudière. Si vous aviez une chaudière qui date de plus de 15-20 ans, ce sera par exemple un levier d'économie d'énergie à partir du moment où la maison est bien isolée, puisqu'on va dimensionner la chaudière sur des besoins en chauffage les plus faibles possibles. Ensuite, on va partir sur une solution d'énergie renouvelable. Ici, la solution des panneaux solaires photovoltaïques. Voilà, donc nous, dans l'accompagnement qu'on va proposer, il y aura, on vous fera en fait cet état des lieux-là. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler vraiment de panneaux solaires photovoltaïques, ceux qui produisent de l'électricité. Il ne s'agit pas aujourd'hui de parler de solaire thermique. Pour autant, c'est dans nos compétences de vous accompagner dans ces projets-là aussi. Aujourd'hui, on est vraiment sur une technologie particulière, le solaire photovoltaïque. Alors, les éléments d'une installation. Donc, une installation photovoltaïque, ce n'est pas uniquement des panneaux solaires. Ce sont plusieurs éléments que je vais vous décrire maintenant. Donc, ça commence effectivement par les panneaux solaires. Donc, ces panneaux, ils ont une durée de vie d'environ 30 ans, avec un rendement aujourd'hui qui diminue d'environ 0,5% par an. Ça, c'est ce qui est annoncé par les fabricants.
Et c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des retours d'expérience d'installations qui ont entre 20 et 30 ans et qui ont des rendements qui sont au-delà de 70% aujourd'hui. Donc, on parle déjà d'une technologie qui a 30 ans et pas des panneaux qui sont en train de sortir aujourd'hui. En tout cas, sur 20 ans, une baisse de rendement de 0,5% par an, ça amène un rendement de 80% voilà, en 20 ans. Ce qui veut dire que au-delà de 20 ans, ils continuent de produire ces panneaux solaires. Ce n'est pas une fin de vie en soi. L'unité qu'on utilise pour parler d'un panneau solaire, chez les techniciens, c'est ce qu'on appelle le kilowatt-crête. Le kilowatt-crête, c'est quoi? C'est la puissance que va produire un panneau dans des conditions standards de laboratoire, avec un ensoleillement particulier qui va permettre de pouvoir comparer différentes technologies entre elles. Ce n'est pas un maximum de production et ce n'est pas un minimum de production. C'est une donnée comparative de technologie. À titre d'exemple, on va parler de puissance pour une ampoule. Donc, c'est une puissance de fonctionnement. Et on va la faire fonctionner pendant un certain nombre d'heures. Et ça va nous donner une consommation pour l'ampoule. D'accord? Donc, on a des watts qu'on multiplie par un temps qui vont nous donner une consommation en watts-heure. Pour la production, c'est la même chose. On a un panneau solaire qui va bénéficier d'un ensoleillement particulier pendant une certaine durée et qui va du coup produire, qui va assurer une production qu'on va elle-même quantifier en kilowattheures. Les kilowattheures, vous le retrouvez sur votre facture d'énergie. C'est ça qui est multiplié par le prix de l'énergie. En plus des abonnements, enfin du montant de l'abonnement, etc., vous est facturé sur votre vous est facturé à la fin du mois. Alors, on va faire un petit focus sur l'installation photovoltaïque sur un panneau. Donc, dans un panneau, qu'est-ce qui se trouve? Je vais commencer au milieu par la partie noire, c'est les cellules solaires de silicium. Donc, le silicium, c'est rien d'autre que un élément qui est contenu dans le quartz que l'on trouve dans le sable et qu'on va faire chauffer à très haute température. On va faire des blocs et ces blocs, on va pouvoir les couper en tranches. Pour les polariser, qu'il y a un plus et un moins et que l'électricité circule, on va les doper avec un procédé chimique. Et ensuite, on va déposer un maillage d'éléments conducteurs pour pouvoir récupérer cette électricité. Donc, les cellules solaires, leur épaisseur est très, très fine. Hein, il me semble que c'est de l'ordre du micron, c'est-à-dire que c'est cassant. Donc, si vous les prenez dans les mains, voilà, c'est très, très friable. Donc, pour les rendre plus résistantes, on va les mettre entre du verre trempé et une feuille rigide au fond. Et pour pouvoir coller tout ça, on va mettre une feuille plastique qu'on appelle EVA 1 et 2, c'est la même chose. Et donc, en fait, c'est rien d'autre qu'un plastique qui va permettre de coller en sandwich, en fait, tous les éléments qui vont constituer le panneau. Et autour de ce panneau, on va mettre un cadre aluminium. Donc, si on répartit, donc ça, c'est du pourcentage massique, la composition d'un panneau. On a du verre, de l'aluminium, des éléments conducteurs en bleu ici, le silicium qui sont les cellules et des matériaux composites. Donc ça, c'est pour répondre à une première question qu'on nous pose assez régulièrement, c'est y a-t-il des terres rares dans les panneaux solaires? Donc la réponse est non, il n'y a pas de terres rares. Le PowerPoint, je vous le transmettrai si vous le souhaitez. Ensuite, j'enchaîne sur les questions courantes. C'est est-ce que ça se recycle? Donc, oui, ça se recycle. Aujourd'hui, les fabricants, ils ont l'obligation de cotiser à la filière de recyclage. Ce qui veut dire que pour chaque panneau produit, ils contribuent en fait à la valorisation derrière des panneaux solaires en fin de vie. Donc aujourd'hui, avant ça s'appelait PV Cycle, si je le dis en français, et aujourd'hui elle s'appelle Soren, cette entreprise. Donc elle est basée au-dessus pas très loin de Marseille, et elle assure soit des points de collecte pour les petites quantités, soit il faut les déposer dans des points de collecte, soit elle vient les récupérer directement en fonction de la taille de l'installation. Donc là, on parle vraiment des gros producteurs.
Il y a plusieurs manières de faire du recyclage. Là, il me semble que j'ai mis celle par broyage. Donc, en fait, il va y avoir à la main, on va récupérer l'aluminium qu'on s'est recyclé, les boîtiers de jonction qui permettent donc de conduire l'électricité. Et ensuite, par broyage, on va aller récupérer tous les éléments, donc l'argent, le silicium et les connecteurs métalliques. Il y a aussi donc le procédé thermique, il me semble que c'est pour enlever la colle, donc EVA, la colle qu'on a vue tout à l'heure. Il y a aussi des procédés chimiques. Et donc après, il y a toute une procédure de revalorisation qui est en cours d'amélioration de ces déchets. Voilà, donc ça, c'est une infographie qui est présentée par Soren. Et si vous êtes curieux de savoir comment se passe tout le recyclage, je vous conseille d'aller visiter leur site internet, il est vraiment complet. Donc, les panneaux se recyclent et une valeur intéressante, ils se recyclent à plus de 95%. Alors, on continue avec les éléments qui constituent une installation. Donc, il y a les panneaux solaires qui vont produire l'électricité, mais cette électricité, elle ne va pas être injectable sur le réseau tel quel. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un onduleur. L'onduleur, il a pour but de convertir l'électricité de courant continu en courant alternatif pour pouvoir être injecté au réseau, mais il a aussi le rôle d'optimisation de la production. Donc, c'est là où il existe différents types d'onduleurs, des onduleurs centralisés, comme c'est dessiné sur la maison là. Donc, c'est un onduleur pour une installation et on va pouvoir faire plusieurs séries de panneaux. Donc, par exemple, si la maison là, elle est orientée est-ouest, on aurait pu avoir un champ photovoltaïque est et un champ photovoltaïque ouest, et donc une optimisation par orientation avec un onduleur centralisé. Mais on peut aussi avoir des onduleurs, des micro-onduleurs. Donc, c'est des onduleurs qui sont sur les panneaux photovoltaïques. Donc là, on a une optimisation panneau par panneau. Ça fait sens quand il y a, par exemple, une cheminée qui va masquer temporairement un ou plusieurs panneaux. Et donc, au lieu de pénaliser l'intégralité d'une série, eh ben, les panneaux vont se mettre en défaut et le reste de l'installation va continuer à produire. Donc, la durée de vie des onduleurs, on a mis environ 10 ans, mais ce n'est pas vrai. Hein. Ça aussi, vraiment, entre 20 ans, 10 ans, il y a un côté très aléatoire de la durée de vie d'un onduleur. En changement, donc, on considère que ça se change au moins une fois en 20 ans. Ça fourni posé, ça coûte à peu près 1 000 €. Ça, c'est une unité. Vous allez peut-être en entendre parler si vous menez un projet à bien. On parle en kilovoltampères. Okay, ça, c'est des notions de raccordement, en fait. Donc, voilà pour l'onduleur. Ensuite, il y a le compteur. Donc, le ou les compteurs d'énergie qui vont être mis en place, ça va être systématiquement le Linky. Donc là, on n'y échappe pas, sauf dans le cas des kits solaires en autoconsommation totale. Donc, il y aura un compteur en autoconsommation et il y aura 2 compteurs si on est en vente en totalité. Pourquoi 2 compteurs en vente en totalité? Puisqu'il va falloir qu'ils comptabilisent l'intégralité de la production pour pouvoir facturer et après vous verser le montant équivalent. Et il faut qu'ils comptent distinctement la consommation. Alors que dans le cas de l'autoconsommation, comme vous allez déduire sur votre facture la partie que vous allez produire, il a juste besoin de compter ce que vous allez consommer. Voilà, donc il y a le compteur, le ou les compteurs. Et bien évidemment, vous avez besoin du réseau électrique. Pourquoi? Là, on est vraiment en train de parler des installations raccordées au réseau. Je ferai une mention spéciale sur les batteries et les batteries virtuelles lorsque je présenterai les différents modèles économiques. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a une maison raccordée au réseau? Parce que c'est le cas le plus courant, c'est celui qu'on rencontre. Et parce que là, on est dans un onduleur, on va dire, conventionnel, qui lui, en fait, pour ne pas endommager le réseau ni endommager votre maison, va calculer, va convertir l'électricité en se calant sur la fréquence de réseau.
Donc, il va aller voir quelle fréquence est le réseau et il va adapter du coup sa transformation du courant produit par les panneaux solaires de manière à ne pas endommager ni vos systèmes, ni le réseau. Voilà. Si vous êtes en site isolé, ce sera un onduleur différent. Alors moi, je l'appelle générateur de tension, mais je crois que ce n'est pas le mot technique. On dit aussi onduleur backup. Mais ça, j'y reviendrai. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que votre installation, elle a besoin du réseau pour fonctionner. Vous n'êtes pas autonome. Ça, c'est pareil, c'est une notion sur laquelle je reviendrai après. Et donc là, vous avez tout intérêt à être accordé au réseau. Pourquoi? Parce que quand vous allez produire trop, le réseau va absorber votre production. Et quand vous allez produire pas assez, ou en tout cas que vos panneaux ne produisent plus, vous allez avoir besoin d'électricité et c'est votre fournisseur d'électricité au travers du réseau qui va pouvoir vous alimenter. Donc finalement, le réseau, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke votre surplus et il vous fournit quand vous en avez besoin exactement le rôle que joue une batterie. Donc le réseau électrique, c'est la meilleure batterie qui soit. Voilà. Et donc, l'autonomie, c'est autre chose. L'autonomie, c'est réellement se couper du réseau électrique. Et là, c'est une installation qui est totalement différente. Voilà, je propose un premier temps d'échange. Et de questions. Donc là, il y a deux, trois... ouais. Oui, il y a deux, trois questions, Jessica. D'abord, je passe vite sur des questions de fonctionnement. Il y a Franceline qui demande s'il y aura un webinaire identique sur sur le solaire thermique. Mmh. Je ne sais pas si tu peux répondre tout de suite. Très bonne question. Non, ce n'est pas planifié pour cette année. On va en faire un sur le bois d'ici la fin de l'année en théorie. Il faudra regarder sur notre chaîne YouTube si on n'en a pas déjà réalisé un. Et il faut aller voir sur notre agenda. On va faire normalement 2 visites de rénovation exemplaire et il me semble bien qu'il y en a une qui a des panneaux solaires thermiques. Donc, ce sera l'occasion d'aller rencontrer une personne qui en a mis en place et qui pourra témoigner avec son retour d'expérience. Alors, une autre question aussi institutionnelle, on va dire, c'est Mm. Thomas qui demande pourquoi la LTE n'est pas présente sur la CCSB, la communauté de communes Saône-Beaujolais. Alors, c'est parce qu'en fait, il y a des territoires qui ont leur propre plateforme, ce qui est le cas de la CCSB, qui s'appelle Rénov' en Beaujolais. Donc, il faut les contacter directement. Après, si vous appelez la LTE, nous, la première question qu'on va vous poser, c'est de quelle commune êtes-vous et on vous renvoie vers les bons interlocuteurs. Donc, en fait, le service existe et il est porté en interne par la communauté de communes. Alors ensuite, il y a une question d'Alain, un peu technique, qui demande si on a une idée du coefficient entre les kilowatts crête et ce qu'il appelle les kilowatts creux, c'est-à-dire, si j'ai bien compris dans son chat, les périodes sans soleil, l'aube, le crépuscule ou avec très peu de production. Au fond, est-ce qu'on a une idée est-ce qu'il y a un taux ou un coefficient de productivité des panneaux? Alors, des panneaux, non, mais en fait, il va y avoir un coefficient qui répond à cette question-là, qui est celui qu'on appelle le productible. Le productible, il va donner la quantité la quantité d'électricité qui va être produite sur un panneau solaire en fonction justement de l'orientation, l'inclinaison et la région de France dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Donc, en fait, ça répond un petit peu à cette question-là. C'est-à-dire, je pense que l'objectif de cette question était de répondre à est-ce que je peux estimer la production à l'année? Le coefficient, enfin, en tout cas, la réponse que moi, je peux apporter, c'est il y a un coefficient qui existe qui s'appelle le productible. Et il me semble que je vais en reparler après. Quelques questions un peu plus techniques après. Christophe demande si, lorsqu'il y a une coupure réseau, par exemple, est-ce que les panneaux fonctionnent et finalement produisent de l'électricité et qu'on peut autoconsommer? Et non, du coup, quand le réseau est coupé, l'onduleur n'est plus capable de jouer son rôle de conversion de l'électricité et l'installation elle se déconnecte en fait, elle se met en sécurité, je pense, je ne sais pas si c'est bien ça le terme, mais en tout cas, elle se déconnecte et donc non, il n'y a pas de production quand il y a une coupure de réseau. C'est bien là toute la question de vos motivations
pour mettre en place une installation photovoltaïque. Ça, donc nous, on vous accompagne sur des rendez-vous dédiés, par exemple, au photovoltaïque. Et il faut bien nous dire, est-ce que votre motivation, elle est économique? Elle est dans l'objectif d'une réduction des consommations? Ça aussi, c'est un leurre. Est-ce qu'elle est motivée par cette autonomie et cette indépendance ou pour des questions environnementales? Voilà. Donc, il y a effectivement plein de raisons de mettre des panneaux solaires. Et donc, non, on ne devient pas autonome avec une installation, avec des équipements conventionnels. Pour pouvoir être autonome du réseau, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut être autonome du réseau. Donc ça, on ne va pas essayer de... J'y répondrai pas maintenant parce que de toute façon, chacun a ses raisons. Mais il existe bien des installations en site isolé avec un onduleur spécialisé et du coup couplé avec des batteries. Et ça, on le verra après, c'est pas forcément rentable. Mais si vos réseaux, elles sont pas économiques, écoutez, ça peut être une solution. Des questions, Jessica, aussi sur la fin de vie des panneaux et le début de vie. Quelle est la nature de la pollution liée à la fabrication des panneaux eux-mêmes, demande Alain. Et Franceline demande aussi, mais tu y as un tout petit peu répondu, sous quelle forme se recyclent les panneaux, c'est-à-dire les résidus finalement de recyclage, ça devient quoi? Alors, sur la nature de la pollution des panneaux solaires, j'aurais du mal à répondre. Donc, si parmi l'audience, il y en a qui... Enfin, parmi l'audience, attention, mes collègues des centrales citoyennes qui ont l'habitude d'être confrontés à ce genre de questions, vous avez une réponse, je suis preneuse. Parce que je pense qu'ils font référence à l'extraction, etc. Je pense que c'est ce genre de choses. Je peux donner une réponse, Oui. si tu veux. La principale pollution des panneaux, c'est le carbone émis par leur fabrication. Mm. Donc, effectivement, si l'énergie utilisée pour fabriquer les panneaux est du charbon, c'est émetteur. Voilà, ça dépend de l'énergie utilisée. Et puis ensuite, il y a toute l'énergie utilisée pour l'extraction du cuivre, pour la fabrication de l'aluminium. Mais c'est comme n'importe quel process industriel. Ce n'est pas différent. C'est ça. Et ben du coup, merci beaucoup Jean-Marc, je me permets de rajouter un complément où ce qui a été étudié aussi, c'est ce qu'on appelle le temps de retour énergétique. C'est-à-dire au bout de combien de temps le panneau solaire a produit la quantité d'énergie nécessaire pour toute sa durée de vie. Donc de l'extraction des matériaux jusqu'au recyclage. Et là, le temps de retour, il varie entre 1 an et 2 ans, ça dépend l'ensoleillement. Voilà, donc au bout de 2 ans, franchement, je tire les traits, au bout de 2 ans, il a remboursé sa dette énergétique. Deux questions autour de la sécurité. Doit-on déclarer les panneaux qu'on installe sur notre toit, notre assurance habitation? Et puis, est-ce que les pompiers interviennent sur le toit? C'est Fabienne et François qui nous demandent ça. Est-ce que les pompiers interviennent sur le toit quand il y a des panneaux d'installer? Donc, pour la première question sur l'assurance, oui, il va falloir prévenir votre assurance habitation que vous avez mis des panneaux. Ça n'engendre normalement pas de surcoût de mettre ça. Et puis après, de toute manière, l'installation, elle est couverte par les assurances de l'installateur. Et sur la question des pompiers, pas d'inquiétude, il n'y a pas de... Les pompiers ont des procédures d'intervention et il y a des organes de sécurité autour de l'onduleur. Effectivement, il y a un coffret AC, un coffret DC qui permettent aussi de mettre en sécurité l'installation. Donc oui, les pompiers sont habilités à intervenir sur des installations photovoltaïques et ils savent comment faire. À nouveau, quelques questions un peu techniques. François, je ne sais plus qui demande, pardon, je n'ai pas vu le prénom, demande s'il y a des contraintes de compatibilité entre les panneaux, d'une part, qui ont une durée de vie de 30 ans, et l'onduleur, qui n'a qu'une durée de vie de 10 à 15 ans. Y a-t-il une contrainte de compatibilité? Ça va être un peu technique. Moi, je ne suis pas installatrice. Ce que j'entends, c'est est-ce que si j'ai un certain type de panneau, mon onduleur meurt en cours d'installation, est-ce que je peux remplacer cet onduleur par une technologie qui sera peut-être différente ou plus produite? Je répondrai que oui, puisque moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé comme ça pour changer leurs onduleurs et ils ont réussi à trouver des installateurs qui trouvaient des solutions techniques.
Donc non, il n'y a pas de problème d'incompatibilité. Et je vais donner un autre exemple. Nous, on a un collègue, son onduleur, il a 20 ans, 25 ans même, et il va bien. Moi, ce que je peux dire aussi, si je peux me permettre, c'est que a priori, on peut installer n'importe quel onduleur avec n'importe quelle marque de panneau. Il n'y a pas de coïncidence nécessaire entre une marque ou un type de panneau particulier et une marque ou un type d'onduleur particulier. Mm. Alain revient sur la question qu'il posait concernant le coefficient entre les kilowatts crête et les kilowatts creux pour préciser sa question en disant, mais au fond, si on a une toiture qui est équipée qui a une puissance en pleine saison à midi au mois de juin de 3 kilowatts crête, quelle sera la puissance délivrée à peu près en janvier au plus bas de l'ensoleillement? Y a-t-il parmi mes collègues producteurs des gens susceptibles de répondre? Après, je pense que je peux trouver les questions a posteriori en allant voir des courbes types, mais je n'ai pas de réponse là comme ça, toute prête. Peut-être qu'on peut dire que c'est difficile de déterminer une puissance crête enfin une puissance maximum en mode hiver, puisque là, on va être complètement indépendant de la météo. Il n'y a pas de données spécifiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, si on regarde ce que tu expliquais tout à l'heure, le productible annuel, en fonction de sa propre orientation, de son propre lieu géographique, on se rend compte que globalement, encore une fois, en raisonnant sur un pas de temps un peu plus important que la puissance instantanée, par exemple, un mois de décembre produit à peu près 30% de ce que produit un mois de juillet. Voilà. Mais ça va être variable en fonction de votre lieu et de votre orientation, mais c'est globalement le ratio qu'il faut avoir en tête. Donc, ne pas dimensionner une installation par rapport à des besoins d'hiver, sinon l'été, vous allez avoir des gros problèmes de surproduction. Dans le cas de l'autoconsommation. Voilà les questions qui sont posées. Pour information, il y a donc Jean-Marc qui nous a mis des liens sur le solaire, notamment un webinaire sur le solaire thermique, pour la personne qui avait demandé quelque chose sur le solaire thermique. Il nous a mis aussi un lien sur les risques chimiques dans l'industrie solaire, dans l'industrie de l'énergie solaire, donc ça donnera quelques éléments. Voilà. Et puis, écoute, Jessica, c'est à peu près tout. Voilà. Très bien. De toute façon, il y aura Il y a aussi un lien sur un article dans Texol sur une nouvelle Oui, installation de recyclage. oui, pardon, Jean-Marc. Très intéressant. Ok, merci beaucoup. Allez, on enchaîne alors. Les grandes étapes d'un projet photovoltaïque. Donc, bien évidemment, nous sommes la LTE et la LEG, donc nous vous accompagnons dans vos projets. Les étapes, ça va être effectivement d'évaluer le potentiel de votre toiture. Pour les chanceux qui ont des communautés de communes qui ont investi dans cet outil, vous avez des cadastres solaires. Donc, je les ai mis en bas. Donc, vous avez par exemple le Grand Lyon, la communauté de l'Ouest rhodanien, les Monts du Lyonnais, Vienne-Condrieu-Aglo et le syndicat de l'Ouest lyonnais. Donc, pour information, le syndicat de l'Ouest lyonnais comporte 4 intercos qui sont la CCPA, la CCVG, la CCVL et la Copamo. Voilà, donc là, vous pouvez aller regarder en tapant votre adresse. Ça vous donnera une indication sur le potentiel de votre toiture. Pour les autres, il y a des outils en ligne. Je vous les partagerai dans l'enquête de satisfaction avec tous les liens qu'on a pu aborder pendant ce temps de visio. Donc, il y a des outils pour évaluer le potentiel de sa toiture. Soit vous venez nous voir, soit vous allez sur un cadastre solaire, soit vous le faites vous-même avec des tutos qu'on vous a mis à dispo. Quand vous avez évalué que votre potentiel il serait bon, vous faites venir un artisan, vous obtenez un devis. Surtout, s'il vous plaît, ne signez rien. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des prix ou des démarches commerciales, des pratiques commerciales qui sont parfois abusives. Et si vous n'êtes pas bien informé, vous pouvez tomber dans certains pièges que nous, on est capable de décrypter, qu'on connaît très bien et qu'on est capable de décrypter. Donc, obtenez le devis, résistez à certaines pressions que peuvent vous mettre certains commerciaux et étudiez-le à tête reposée. Là, c'est pareil.
vous avez un outil en ligne qui s'appelle évaluermondevisphotovoltaïque.info. Cet outil, il a été développé par l'association qui s'appelle SPUL, qui est Centre de ressources nationales sur le photovoltaïque et qui n'a aucun intérêt commercial. Donc, quand vous avez les informations du devis, vous pouvez aller sur cet outil-là, rentrer toutes les informations que vous avez et vous allez pouvoir comparer le discours qu'a tenu l'installateur ou le commercial et pouvoir comparer différents modèles économiques pour voir lequel est le plus adapté à votre situation. Vous avez aussi la possibilité dans cet outil-là de faire des hypothèses de base, entre autres, sur l'augmentation du prix de l'énergie. Donc là, libre à chacun de faire ses pronostics sur l'avenir. Et avant de signer le devis, si vous faites toutes ces étapes vous-même, vous pouvez tout de même venir confirmer ça auprès de nous. Sinon, vous pouvez ne pas faire ces étapes vous-même et vous renseigner directement auprès de nous. Voilà. Prenons, voilà, j'avais mis un exemple, quand même, une illustration du cadastre solaire avec une adresse qui a été rentrée donc complètement de manière aléatoire. Et sur ce cadastre-là, ça vous donne le potentiel. Il y a 53 mètres carrés excellents, 50 mètres carrés de bons, 62 mètres carrés, pas exploitables. Ils ont tous un peu une forme différente, mais vous validez la sélection et après, l'outil va plus loin dans l'analyse en vous disant à peu près le potentiel de production et certains calculent effectivement les modèles économiques. Je vous demande de prendre des pincettes tout de même avec cet outil-là, puisqu'en fait, c'est plus un outil de sensibilisation et d'aide au passage à l'acte, puisqu'en fait, il va faire une représentation 3D de votre toiture, mais il massifie en fait cette modélisation 3D, du coup, il y a des erreurs. Donc, parfois, il faut revérifier le nombre de mètres carrés, revérifier les masses, etc. Voilà. Mais ça vous donne déjà, en tout cas, une première idée sur le potentiel solaire de votre toiture. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va influencer votre production en fait et la rentabilité de votre installation? Ça va être la surface de toit disponible. Ça, c'est l'une des choses à connaître. Il va y avoir bien évidemment l'inclinaison et l'orientation. Donc, on voit dans ce tableau l'influence de l'orientation et de l'inclinaison sur le rendement. Donc, là où il y a marqué 1 au milieu du tableau, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici, c'est forcément l'optimal. Donc, 30 degrés sud. Néanmoins, on voit bien que sur d'autres approches, le rendement, il est inférieur, mais il est existant et il n'est pas nul, il reste considérable. Donc, même si vous êtes orienté est-ouest, ça peut valoir le coup de faire une étude de potentiel solaire. Ce n'est pas réservé qu'aux toitures sud. Pour le nord, aujourd'hui, on le proscrit encore, mais néanmoins, pour toutes les autres orientations et inclinaisons, ça s'étudie. Donc, ne vous censurez pas. Et bien évidemment, ça va dépendre aussi de la région dans laquelle vous vous situez. Donc nous, ça se discute, on est à peu près entre le jaune et le orange, donc on est entre 1100, 1200 en moyenne. Et bien évidemment, si vous êtes en creux de vallée ou si vous êtes au sommet d'une colline, ça va influencer dans le bon ou dans le mauvais sens cette valeur-là qui est le productible. Voilà. Quelques chiffres clés à prendre avec des pincettes. Je me suis risquée à mettre les coûts parce que tout le monde veut entendre des coûts. Tout le monde veut savoir effectivement à peu près combien ça coûte. Néanmoins, ces valeurs-là, elles peuvent évoluer parce que vous pouvez avoir des toitures plus complexes, des coûts de raccordement non estimés et plus importants que ce qu'on avait imaginé. Enfin bon, des petites complications qui peuvent monter des installations à des prix plus importants. Mais néanmoins, avec cette fourchette de prix-là, vous avez un ordre d'idée. Donc, avec 15 mètres carrés de toit, on met à peu près un 3 kW crête. Et ça coûte environ 8 700 €. Avec 30 mètres carrés de toit, on pose un 6 kW crête, ça coûte environ 14 500 €. Avec 50 mètres carrés de toit, enfin 45, on met un 9 kW crête et ça coûte environ 17 000 €.
Ce qu'on voit là, c'est que l'augmentation du tarif, en fait, elle n'est pas linéaire. Elle ne passe pas du simple au double avec l'augmentation de puissance. Voilà, donc ça, gardez bien en tête dans les négociations. Et voilà, et donc le coût, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des 3 kW à 10 000 €. Et en discutant avec l'installateur, ça se justifiait totalement. C'est-à-dire l'accès en toiture compliqué, des longueurs de câbles supplémentaires, des passages à l'intérieur de la maison compliqués. Voilà, il peut y avoir en fait des travaux ou des difficultés supplémentaires que l'installateur seul verra. Donc là, on est vraiment dans des ordres de grandeur. En termes de production annuelle, donc moi, je suis partie sur un produit type de 1100 kWh par kilowatt crête. On est, je vais détailler que le 3 kW crête, hein, on est à 3300 kWh par an. Ce chiffre, il correspond à quoi? Il correspond à peu près à votre facture d'électricité spécifique, à peu près. Donc, l'électricité spécifique, c'est quoi? C'est tous vos usages d'appareils qui ne fonctionnent qu'à l'électricité. Frigo, ventilation, congélateur, box Internet, ordinateur, tablette, éclairage. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est-à-dire hors chauffage et eau chaude. C'est une manière de calculer. Donc, grosso modo, avec un 3 kW crête, vous couvrez vos besoins à peu près en électricité sur une année. Pas en même temps, mais parce que vous avez des consommations la nuit, mais si vous raisonnez dans un bilan annuel, vous allez quasiment couvrir votre consommation d'électricité. Ce chiffre, il est pareil, 3300. Aujourd'hui, on a une multiplicité des appareils électroniques et des appareils en veille qui fait que ce chiffre, il est en constante hausse. Donc là, je reviens sur l'aspect sobriété. Voilà, l'objectif, ça reste quand même de réduire ces consommations en kilowattheure, pas de juste les couvrir pour avoir une conscience écologique. Je vais être un peu rentre dedans, mais mettez pas des panneaux solaires pour compenser votre piscine ou votre spa. Arrêtez le spa. Bon, voilà. Ça, c'est des petites anecdotes. Je vous ai mis ici, effectivement, 2 types de pauses. Donc, il y a des... Et puis, pour vous rendre compte un petit peu de la taille des installations. Donc, vous avez 2 types de pauses possibles. Ce qu'on appelle la... Ah, ben, je me suis trompée. La première, c'est de l'intégration au bâti, c'est-à-dire qu'on retire les tuiles sur le 3 kW crête en photo. On retire les tuiles et on vient mettre les panneaux. Et donc, en fait, c'est les panneaux qui vont assurer l'étanchéité de la toiture. Ça, avant, c'était obligatoire. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et aujourd'hui, on va quand même préconiser, puis c'est ce qui se fait vraiment couramment, ce qu'on appelle la surimposition, c'est-à-dire qu'on va venir poser des rails au-dessus de la toiture, donc des tuiles. Il va donc y avoir une lame d'air entre les tuiles et l'installation photovoltaïque, ce qui va en plus améliorer le rendement. Parce que les panneaux solaires, ils ont un rendement qui s'améliore, ou on va dire plutôt un rendement qui se dégrade avec l'augmentation de la température. Donc, si vous ventilez légèrement dessous naturellement par cet espace, le rendement va être amélioré. Voilà, parce que c'est vraiment la quantité de lumière qui fait fonctionner un panneau solaire, ce n'est pas la quantité de chaleur. Donc, typiquement, là où les panneaux ils marchent vraiment bien, c'est en montagne, là où il fait frais et qu'il y a du soleil, plus la réflexion de l'albédo avec la neige, la réflexion de la lumière sur la neige. Voilà un petit peu des ordres de grandeur. Je vais revenir sur cette question d'autonomie et d'autoconsommer. Donc, l'autonomie, c'est être capable, en fait, de gérer sa production d'électricité, je vais faire un focus que là-dessus, sa production d'électricité soi-même par le stockage, ou alors en refusant d'utiliser de l'électricité la nuit. Voilà, ça, c'est être autonome, c'est ne pas avoir d'approvisionnement autre, ou alors avoir des batteries. Donc là, j'ai mis exprès la photo d'un refuge. Ok, un refuge, il a besoin de s'éclairer la nuit, il va produire de l'électricité, la stocker et la réutiliser la nuit. Parce qu'il n'a pas de solution autre que le réseau. Autoconsommer, c'est autre chose. Autoconsommer, ça veut dire consommer pendant sa période de production. Autoconsommer, c'est pas être autonome. Voilà. Je voulais quand même l'illustrer ici. Donc, voici un graphique qui va représenter de manière vraiment schématique et simplifiée des courbes de production.
Donc, on a la puissance présentée sur toute une journée. Donc, si on regarde la courbe bleue, c'est la courbe de consommation. Okay, c'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous consommez. Donc, vous allez avoir un seuil. Donc, on voit bien qu'il y a une consommation permanente avec une barre horizontale ici, une consommation permanente. Ça, c'est vos frigos, congélateurs, box, appareil en veille. Ensuite, vous vous levez le matin, vous consommez de l'énergie, parfois à midi et le soir particulièrement. Maintenant, je vais vous demander de regarder la courbe jaune. Donc, la courbe jaune, c'est la courbe de production solaire. Donc, on commence à produire le matin. Elle est très caricaturale. On commence à produire le matin. On a un pic à midi, ça redescend et ça arrête de produire le soir. L'autoconsommation, c'est quoi? Eh bien, c'est l'adéquation entre la courbe bleue et la courbe jaune, donc la partie colorée en vert. Donc, l'autoconsommation, c'est ce que je suis capable de consommer pendant la période de production. Voilà. Je rajoute un élément là-dessus aussi, c'est que ce qu'il faut savoir dans une installation photovoltaïque, c'est que peu importe le modèle économique que vous allez choisir, les électrons, ils vont au plus proche de la consommation. Donc, les électrons, ils iront chez vous dans tous les cas. Ce n'est pas parce que vous faites de la vente en totalité que les électrons, ils vont disparaître. En réalité, ils vont très, très vite revenir chez vous. Enfin, voilà, ils vont aller chez vous. Donc, vous allez quand même consommer votre production. Ça, c'est le flux physique. Mais dans le flux économique, vous allez vendre votre production. Ce sont deux choses différentes. Allez, on rentre dans les modèles économiques. Donc, je vais détailler assez rapidement chacun de ces points. Donc, dans le choix de la valorisation de votre production, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est l'autoconsommation totale. Donc, c'est-à-dire que vous allez dimensionner votre installation photovoltaïque pour répondre à ce seuil bleu que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire à votre consommation résiduelle, à votre consommation permanente minimale. C'est comme ça qu'en fait, vous allez faire l'autoconsommation totale. Donc, généralement, ça va osciller entre 1, 2, 3, 4 panneaux. Si vous avez une piscine et un spa, ça peut monter à 4 panneaux. Sinon, vous allez être entre 1 et 2 panneaux. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être poser un panneau, le brancher chez vous, et voilà. Là, pas d'aide financière. Vous achetez votre panneau, vous le posez vous-même. Ensuite, vous avez la possibilité de faire de l'autoconsommation avec vente de surplus. Donc, vous autoconsommez, là, vous avez une réduction sur votre facture et vous vendez le surplus à 10 centimes. Dans ce cas-là, les aides financières, c'est quoi? C'est ce 10 centimes, c'est ce qu'on appelle le tarif d'achat réglementé par l'État. Donc, c'est une aide financière de l'État. Et il va s'accompagner, pour ce modèle-là, d'une prime d'environ 1 200 €. En fait, cette prime, elle est proportionnelle à la taille de l'installation. 1 200 €, c'est pour 15 mètres carrés de panneau, un 3 kW crête. Pour bénéficier de ce tarif d'achat, il faut répondre à des critères particuliers. Donc, on est en train d'implanter l'installation en toiture, en respectant la pente du toit et surtout en faisant appel à un artisan qualifié RGE. Donc, il y a plusieurs qualifications possibles, mais là, ce n'est pas vous qui posez vos panneaux. Vous faites, voilà, c'est fourni posé par un installateur. Donc là, vous avez ces deux aides financières. Se rajoute une aide financière pour les installations inférieures à 3 kW crête, c'est la TVA à 10%. Ensuite, vous avez la possibilité de vendre la totalité de votre production à un tarif d'achat qui a été réévalué il n'y a pas longtemps, qui est de 20 centimes par kilowattheure. 20 centimes, c'est pour un 3 kW crête. Ce montant-là, il évolue tous les trimestres et il dépend de la puissance installée, donc 3, 6, 9. Voilà, donc là, l'aide financière, c'est le tarif d'achat de l'État avec les mêmes conditions, implantation en toiture et faire appel à un artisan qualifié. Ensuite, on voit de plus en plus se développer le modèle des batteries virtuelles. Donc, la batterie virtuelle, c'est quoi? C'est le même principe que l'autoconsommation avec vente de surplus. Et vous allez en fait stocker virtuellement votre surplus.
Et quand il fait nuit ou que ça ne produit pas, vous allez pouvoir récupérer cette production de manière virtuelle. Là, les modèles économiques ont changé récemment. Il faut que j'analyse tout ça. Mais à un moment, vous rachetiez votre électricité en fait à 10 centimes, celle que vous aviez stockée virtuellement, puisque comme vous la faisiez transiter par le réseau électrique, vous payez une taxe d'utilisation du réseau. Voilà, donc il y avait un tarif d'acheminement. Il y avait un tarif aussi pour la location de cette batterie virtuelle, pareil, proportionnel à l'installation. Pour un 3 kW crête, à un moment donné, c'était 3 € par mois. Et dans ce système-là, votre fournisseur d'électricité devient celui qui vous propose le service de batterie virtuelle. C'est corrélé. Donc, vous dites, enfin voilà, donc si vous êtes chez EDF, vous passez chez un fournisseur qui propose la solution de batterie virtuelle. Là, la rentabilité, elle est à calculer. Okay, ce n'est pas évident et ce n'est pas soutenu comme avec le tarif d'achat. Donc là, pour le moment, nous, on n'a pas assez de recul, c'est vraiment beaucoup de cas particuliers. Et il me semble que ce modèle-là, il avait été quand même mis en place pour les installations qui n'étaient pas éligibles au tarif d'achat, c'est-à-dire pour les installations qu'on posait, par exemple, soi-même ou par un électricien, et du coup, avec des montants peut-être moins importants. Aujourd'hui, la batterie virtuelle, elle rencontre un franc succès parce que ça répond à cette demande d'autonomie et de consommer ses propres électrons. Ça, si vous arrivez… Non, donc du coup, ce n'est pas matériel, hein, une batterie virtuelle, c'est virtuel. C'est juste des électrons qui vont sur le réseau, puis c'est compté, c'est compté. Donc, en fait, vos électrons, ils sont déjà passés par chez vous au début, puis après, ils sont allés chez vos voisins. Et vous, quand vous allez réappeler votre consommation le soir, vous allez avoir les électrons du réseau. Voilà. Donc, c'est clairement virtuel et c'est clairement une vue de l'esprit. Et c'est là où je vous demande d'être vigilant. La rentabilité est à calculer. Et voilà, ça répond à ce sentiment de vouloir produire et consommer uniquement ces électrons. Donc, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ensuite, il y a la batterie physique. Donc, la batterie physique, ça, c'est quand on souhaite être en site isolé ou devenir autonome, donc déconnecté du réseau. Dans ce cas-là, il faut mettre un certain nombre de batteries, donc ça se dimensionne. Il y a différentes tailles de batteries. Globalement, là, c'est pareil, il faut qu'on creuse un peu plus, mais pour avoir vu un ou deux devis passer et discuter avec des gens, il semblerait que le surcoût soit quand même de 2 000 à 3 000 €, ce qui est conséquent et qui ne se rentabilise pas. Et en plus, il faut le coupler avec un onduleur spécialisé, un onduleur backup. Donc là, s'il y a des techniciens, je leur demanderai de me confirmer ce nom-là. Moi, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Je l'appelais aussi onduleur générateur de tension. En tout cas, ce n'est pas le même onduleur que celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Et cet onduleur en site isolé, il est plus cher aussi. Voilà. Donc finalement, le système en batterie physique, il a un surcoût non négligeable. Et il me semble qu'il sert à répondre, encore une fois, à cette idée de « c'est mon énergie, je la garde, je ne la partage pas ». Voilà. Alors, on arrive à la fin un peu de cette partie technique. Donc, du coup, la rentabilité économique, elle dépend de l'orientation, l'inclinaison, l'ombrage, le prix d'achat de votre installation et du modèle économique que vous allez choisir. Globalement, la rentabilité, elle est 8 ans, moins, je trouve que c'est rare, et elle peut aller, ça dépend de tous ces paramètres. Hein, ça peut aller à 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou pas du tout rentable. Je propose un temps d'échange. Merci Jessica. Alors, en revenant au début de ton intervention, il y a Claire qui demande si c'est gênant d'être en surproduction l'été si on est connecté au réseau. Là, elle faisait référence à la question à laquelle tu as répondu avant. Il y a Vincent qui lui a répondu dans le chat en expliquant que non, il n'y a pas de souci pour
de surproduction qui risque d'endommager le système, qu'en revanche, c'est moins intéressant puisque la partie d'électricité qui est réinjectée sur le réseau, donc revendue à EDF, est revendue assez peu cher, à 10 centimes d'euros. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot là-dessus. Non, pas particulièrement. C'est là où en fait le choix du modèle économique dépend de la taille de l'installation, du profil de consommation et voilà, de ces paramètres qu'on vient d'énoncer. C'est toujours un peu du cas par cas quand même une installation. Il y a Jean-François qui demande à l'instant, alors là je vais tout à fait à la fin de ton intervention, s'il existe des calculettes fiables de calcul de la rentabilité d'une installation photovoltaïque. Eh ben, je vais citer un outil vraiment pas mal qui s'appelle photovoltaïque.info. Non, n'importe quoi, pardon. Évaluer mon devis photovoltaïque.info. Donc, c'est l'outil dont C'est j'ai parlé le tout site. à l'heure. Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est Hervé ou Jean-Marc qui ont mis les coordonnées du site tout à l'heure sur le chat. Donc, Voilà. Et après, les autres calculettes fiables, c'est nos conseillers qui calculent tout ça, mais en réalité, ils se servent de cet outil. Mais ils ont un esprit critique et d'analyse. Voilà. une question qui est intervenue de Jean-Marc au milieu de ton intervention, c'est est-ce qu'on va parler de SolarCop? Alors, et d'autre part, de Christophe qui demande un peu dans le même genre, est-ce que vous fournissez une liste d'artisans? Eh ben, du coup, je vais revenir au début de ma présentation où nous avons un fort devoir de neutralité. Et donc, non, nous ne pouvons pas orienter vers des installateurs. Et bien évidemment, on souhaiterait, mais comme on ne pourrait pas être exhaustif, ça en valoriserait certains plus que d'autres. Néanmoins, je vais tout de même parler de SolarCoop, puisque ce ne sont pas des installateurs, mais qui sont capables aussi de faire des analyses d'opportunité. Et eux ont fait cette étude de terrain, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont recensé des installateurs de confiance sur le territoire du Rhône, ils agissent sur la France entière. Et donc, après avoir fait l'analyse d'opportunité de votre maison, ils vont vous mettre en relation avec des installateurs dont ils ont analysé les assurances, la garantie décennale, la qualité du matériel et la qualité de pose, et aussi l'encadrement des prix. Voilà. Mais j'en parlerai pas plus. Jean-François qui a posé la question sur les calculettes économiques insiste un peu en disant, mais finalement, est-ce que dans les modèles économiques qui sont fournis, on prend en compte l'hypothèse d'une augmentation du prix de l'électricité auquel il faut s'attendre? L'électricité risque d'être de plus en plus chère, donc est-ce que ça change quelque chose dans les modèles économiques des installations? Alors, bien évidemment, l'augmentation du prix de l'électricité a un impact considérable. Très rapidement, la vente en totalité, il y a 1 an de ça, c'était le modèle économique le plus rentable. Aujourd'hui, ça se discute parce que l'augmentation du prix de l'énergie. Dans l'outil évaluer mon devis photovoltaïque.info, il y a dans les hypothèses, vous allez pouvoir choisir votre taux d'autoconsommation et vous allez pouvoir aussi choisir votre estimation de l'augmentation du prix de l'énergie. On l'a décomposé en 2 catégories, de 0, donc sur les 2 prochaines années ou sur les 5 premières années, et sur les 5 premières années et au-delà de 5 ans. Et donc là, c'est à vous de faire vos pronostics. Et à vous aussi de voir. C'est là aussi où parfois les commerciaux, ils sont un peu, ils jouent pour augmenter la rentabilité d'une installation, c'est qu'ils vont mettre un pourcentage d'augmentation du prix de l'énergie qui est parfois très important et du coup très avantageux pour l'installation photovoltaïque. Donc soyez vigilants là-dessus et vous pouvez du coup vérifier les hypothèses des commerciaux grâce à cet outil. Et vous pouvez tester vos hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie aussi sur cet outil. Plusieurs remarques sur la batterie virtuelle. Franceline, mais tu as répondu en fait, tu as dû voir le message. Franceline demandait si la batterie virtuelle comprenait quand même chez le fournisseur une batterie physique. En fait, non, tu y as répondu. Hervé, de toi en transition, nous a donné l'adresse d'un site sur le stockage virtuel. Mais bon, Jean-Marc nous alerte un peu sur le volet très commercial de la batterie virtuelle et les risques que ça comporte, mais tu l'as dit toi aussi. Attends, c'est-à-dire que là, il y a un lien vers un vendeur de batterie virtuelle?
c'est ça? Je ne sais pas si c'est un vendeur, mais si c'est le cas, il faut en effet l'enlever, tu as raison. Bon, en tout cas, je vous invite à ne pas vous précipiter sur cette solution, oui, de batterie virtuelle, vraiment. Non, il me semble que c'était le lien sur Photovoltaïque Info, donc il n'y a pas de souci, c'est D'accord, ok. un lien indépendant. C'était un article neutre. Très bien, merci. Voilà, une question aussi, une confirmation sur la question de la surimposition par rapport à l'autre mode d'installation. Claude nous dit, un charpentier m'a dit que l'étanchéité est plus facile en surimposition. Est-ce exact? Ah bah oui, hein. Oui, 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 hein, moins on touche au toit, plus il est étanche. Je pense que Je je crois vais. même, si je puis me permettre, Jessica, je Oui, crois même qu'il y a un certain nombre d'installateurs qui ne veulent plus maintenant procéder à de la pose en, je sais pas, l'intégrer au j'oublie le bâti. mot, intégré au bâti, parce qu'ils ont, du coup, ils prennent à leur compte la garantie décennale sur la toiture. Dès qu'on touche un élément de toiture, ils prennent à leur compte la garantie décennale et donc ils veulent pas se charger de ça tellement les risques d'infiltration sont importants. Merci. Franceline demande, alors ça c'est des questions d'économie d'énergie, elle demandait, mais en fait est-ce qu'on peut éteindre certains appareils? Là elle parlait de la boîte noire de la fibre, où il y a toujours des LED qui restent allumés toute la journée, tout le temps, 24 heures sur 24, pas ce que tu veux en dire. Oui, tous les appareils en veille, il faut les couper. C'est la sobriété. Une box ne s'abîme pas quand on l'éteint et quand on la rallume. Quand on y réfléchit, si on est travailleur, on réfléchissait à votre mode de vie, mais on dort quand même un bon tiers de notre journée. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un bon sommeil, on dort quand même 8 heures, donc 8 heures d'extinction, c'est mon mot détesté, de box, c'est pas, ça se fait. Et donc pour ceux qui ont des rythmes de vie plutôt réguliers, ça peut valoir le coup de mettre un programmateur hebdomadaire en disant, ben moi je travaille, je sais que je vais au travail de 7h à 18h et qu'il n'y a personne chez moi, et voilà. Donc ça peut être une solution. Et pareil, la nuit, mon mari couche tard, il se couche à 2h du mat et on ne se réveille pas avant 8h. Et ben voilà, quand on a des habitudes de vie comme ça, on peut automatiser pour éviter d'y penser. Je vais revenir sur la sobriété parce que c'est quand même le sujet du moment, hein. La sobriété, c'est important. C'était quand même le premier volet avant de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc nous, on vous accompagne, hein, à mettre en place des gestes sobres. Et oui, il y a un chiffre là, qui est sorti par Negawatt et relayé par France Inter, un article, là, 50 propositions pour la sobriété énergétique. Tous les appareils en veille, ça représente 2 réacteurs nucléaires. C'est pas rien, hein. Donc là, la centrale du budget de France, hein, la centrale du budget qui est juste à côté de chez nous, il y a 2 réacteurs nucléaires qui servent uniquement à nos appareils en veille. Voilà. C'est un petit coup de gueule au passage. Je l'ai dit dynamiquement. Une intervention aussi sur les batteries physiques. Quelqu'un qui dit que, alors attendez, je n'ai pas noté, oui, c'est Jean-François qui dit, lorsqu'on a des panneaux avec micro-onduleurs et qu'on veut rajouter une batterie physique sur site, il faut donc un deuxième onduleur backup. Si c'est le cas, du coup, on doit dégrader fortement la rentabilité de l'installation. Est-ce qu'il faut bien un deuxième onduleur? Si je peux peut-être répondre sur ça. Vas-y. En fait, lorsqu'on cherche à faire un système photovoltaïque autonome, on est sur une logique complètement différente. Et en fait, on va pas vraiment avoir un onduleur, on va avoir un régulateur ouais, qui va pouvoir en fait injecter l'énergie en courant continu dans des batteries qui sont elles-mêmes déjà en courant continu. Donc, on ne va pas chercher à passer par un onduleur pour passer en alternatif. Du coup, le modèle est complètement différent. Donc, on a un régulateur et éventuellement après, donc un onduleur pour retransformer ça en énergie alternative par rapport aux besoins de la maison. Donc, c'est dès le début, c'est dès le lien entre le champ photovoltaïque et la batterie qu'il faut raisonner en mode alternatif, en mode continu, pardon. Donc, on est sur un système complètement différent des kits classiques qui sont directement raccordés sur une prise, par exemple. Merci. Alors, une question un peu concernant les couvreurs. Est-ce que
les couvreurs acceptent d'intervenir sur un toit qui est déjà occupé par des panneaux, par une ancienne installation photovoltaïque. Et, notamment, c'est Claire qui dit ça, imaginons un problème de fuite après la pose des panneaux qui ne serait pas lié à la nouvelle installation, mais à l'ancienne, qui devient responsable. Et est-ce que les couvreurs acceptent ce genre de deuxième installation? Alors, Ça va être s'il y a des experts en pardon? assurance, je veux bien en relais. Et sinon, en fait, normalement, chaque installateur est responsable de son installation. Oui. En tout cas, je sais que ça se fait, hein. J'ai vu plusieurs installations très anciennes, qui avaient déjà plusieurs années, voire dizaines d'années, qui ont été complétées, et non pas remplacées, complétées par des installations plus récentes. Fred demande s'il y a un gros écart entre le tarif de rachat d'une installation 3 kW crête par rapport à une installation de 9 kW crête. Oh mince, j'ai pas les chiffres de tête, hein. Il faut quelqu'un les a. Vous les avez en tête, vous? Pour le tarif d'achat, pas en surplus, en vente en totalité. En vente en totalité, oui. En fait, en 3 kW crête, vous êtes à 20,22 centimes du kilowattheure. Et si vous êtes à 6 ou 9, vous êtes à 17,18. Ça, c'est les tarifs actuels. Ça changera au mois fin octobre. Ça augmentera légèrement fin octobre. Anne-Sophie redemande, mais tu l'avais dit tout à fait au départ, hein, Jessica, si elle dit, je suppose que toutes les installations impliquent la présence d'un compteur Linky, est-ce vrai? Et qu'en est-il de l'installation pour autoconsommation sans vente du surplus? Alors, non, toutes les installations n'impliquent pas la présence d'un Linky. Celles qui ne vont pas le demander, c'est celles qui ne sont pas éligibles. Ah non, c'est Vincent. Joke. Effectivement, si vous ne demandez pas de contrat d'achat de votre électricité par une demande de raccordement auprès d'Enedis qui va vous faire un contrat avec EDF obligation d'achat, à ce moment-là, il n'est pas, comme il ne va pas comptabiliser pour facturer l'électricité, le Linky ne va pas être nécessaire. Donc, dans l'autoconsommation totale, il y a possibilité effectivement de conserver son compteur. Alors, préférence les compteurs blancs. Les anciens compteurs à disque, en général, même si sur une installation d'autoconsommation totale, les Enedis, c'est pas très très chaud parce que le disque il se met à tourner dans le mauvais sens. Donc, ils vont quand même chercher à vous le faire changer si vous avez encore un compteur à disque. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Et les compteurs blancs classiques que vous avez pu avoir avant le Linky sont tout à fait encore utilisables pour un kit en autoconsommation totale. Voilà, mais en batterie virtuelle, on va passer au Linky. Je ne vais pas me prononcer Oui, là-dessus. Ouais, Je oui. pense, il me que pour semble, le ouais. comptage, oui, parce qu'il y aura quand même ce comptage à assurer par votre fournisseur qui va gérer la partie batterie virtuelle. Il lui faut un comptage fiable. Mm. Donc, je pense qu'effectivement, ouais, pour la batterie virtuelle, il faudra. Ouais. Il y a d'autres questions? Il y a Alain je reviens sur la question des économies d'énergie, hein. Alain nous rappelait quand même que la consommation de nos appareils en veille est quasi négligeable par rapport à certains postes de consommation qui sont beaucoup, beaucoup plus significatifs, comme le chauffage, une pompe à chaleur ou au pire des radiateurs, des grippins, des radiateurs électriques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les éteindre, mais Bien sûr. n'oublions pas qu'il y a une différence d'échelle quand même. Voilà. Merci beaucoup pour ce rappel. Euh, Effectivement, tous les appareils qui produisent du chaud et du froid sont les plus consommateurs, hein, donc évidemment. Jean-François demande s'il y a des frais de maintenance réguliers sur l'installation, nettoyage des panneaux, contrôle de l'installation. Euh, Alors, on va préconiser de faire des suivis de production vous-même et d'appeler un installateur quand vous allez constater une baisse de production significative qui n'est pas liée à la météo. Donc là, il y a des aides pour faire le suivi d'exploitation. Et pour le nettoyage, c'est quand même auto-lavant. Donc, quand il pleut, ça va libérer toutes les poussières. Et le fait de faire intervenir régulièrement un installateur pour gagner un peu de rendement de production, c'est pas rentable. Voilà. On vous déconseille de monter vous-même sur le toit et il ne faut absolument jamais marcher sur un panneau PV. Ça crée des micro-fissures qui peuvent endommager l'installation. Voilà ce que je dirais si vous souhaitez compléter.
Non, non. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a Hervé qui nous met l'adresse de la page sobriété du site de Negawatt, hein, qui permet Merci. d'avoir des éléments chiffrés euh, sur, sur la question de... Voilà. Eh ben, merci, j'ai une équipe Et au top. je ne sais pas qui c'est, parle des problèmes de maintenance liés probablement qui risquent d'empirer en matière de grêle. Alors c'est vrai qu'on a eu un épisode cette année dans certaines régions catastrophiques, hein, avec en effet des panneaux qui ont volé en éclats, mais c'est quand même très très exceptionnel, hein, à ma connaissance. Mm. Très bien, on va passer à la partie d'après, pardon. Donc là, on était vraiment c'est quoi une installation photovoltaïque? On a répondu aux questions classiques et un petit peu techniques. Ensuite, on a vu plutôt comment devenir soi-même producteur. Et maintenant, on va élargir un peu, c'est comment est-ce qu'on contribue à la production d'électricité renouvelable autrement qu'en devenant producteur. Donc, il y a la possibilité d'avoir un fournisseur d'électricité vraiment vert. Donc ça, si ça vous intéresse, on pourra vous mettre des ressources. En tout cas, le médiateur national de l'énergie vous met à disposition un comparateur d'offres. Et vous avez aussi le comparateur de Greenpeace qui vous classe en fait les fournisseurs d'électricité en fonction de leur provenance d'électricité. Parce qu'en fait, il y a une traçabilité de l'électricité qui va permettre de déterminer si elle est vraiment verte. Ça, c'est tout un sujet. On a des fiches dédiées à ce sujet que vous pourrez trouver sur notre site internet aussi. Ensuite, vous avez la possibilité de placer votre épargne, par exemple, voilà, dans des épargnes allouées vraiment aux énergies renouvelables. Mais plus localement, vous pouvez faire le choix de produire collectivement en plaçant votre épargne auprès des centrales citoyennes. Donc, une petite définition qui vous sera représentée sûrement après. Une centrale citoyenne, c'est quoi? En fait, ce sont des collectivités, des habitants ou des acteurs locaux qui se regroupent en association, puis ensuite en société, pour devenir producteurs d'électricité renouvelable. Donc, ils se constituent en un capital en vendant des actions, en demandant des subventions. Et ensuite, ils vont chercher des toitures sur lesquelles implanter leur installation et ils vont se rémunérer sur la production d'électricité renouvelable. Ensuite, les revenus de cette installation vont soit permettre à réinvestir dans de nouvelles installations, soit être reversés aux actionnaires. Voilà, ça se veut une gouvernance quand même démocratique et bien citoyenne. Et je ne vous en dis pas plus, parce qu'ils se présenteront eux-mêmes. Pour vous dire qu'on n'est pas en train de parler d'un cas anecdotique, ça, c'est les projets des centrales citoyennes en France. Et ça, c'est la carte d'énergie partagée, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il n'y a pas toutes les centrales citoyennes dessus. Donc, on est en train de parler de 282 projets, 25 000 actionnaires et 584 collectivités impliquées. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a fait ses preuves avec vraiment plein d'arguments positifs. Donc pour la suite, je vais créer des salles pour chacune des collectivités, enfin chacune des centrales citoyennes et du territoire qu'elles couvrent. Donc je vais créer ces salles et vous allez les rejoindre de vous-même. Et moi, je vais vous aider si dans votre nom, vous avez bien mis votre commune. Voilà, donc je vais ouvrir les salles. J'invite les centrales citoyennes à aller dans la salle qui correspond à la leur. Jessica, si tu veux bien, il y a juste une dernière question qui peut quand même intéresser les gens, puisque tu as parlé des fournisseurs d'électricité verte. C'est Alain qui nous dit que le problème des fournisseurs d'électricité verte, c'est qu'ils vont être très impactés par l'augmentation du prix de l'électricité jusqu'à 3 fois le prix du kilowattheure fourni par EDF. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Moi, je suis fournie par Enercoop. Et effectivement, aujourd'hui, typiquement, ils font face à une crise très importante. Ils n'acceptent plus de nouveaux clients, d'ailleurs, puisqu'ils ne sont plus en capacité de fournir tout le monde. Et les prix ont vraiment augmenté.
Donc, c'est vrai que mon discours est beaucoup plus nuancé désormais pour dire allez chez un fournisseur d'électricité vraiment verte. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense ne pas me tromper en disant il faut en avoir quand même les moyens. Et ça nous réoriente encore plus vers la sobriété. Voilà. Voilà, pas d'autres questions. Allez, ben c'est parti. Donc, je vous invite à découvrir la centrale citoyenne de votre territoire. C'est parti. Vous avez bien une proposition pour rejoindre des salles? Tu vas dans les salles et nous, on va à Soleil-Beaujolais. Allez, hop. Et moi, je vais pouvoir vous affecter. Moi, je vais rester ici. Si vous avez un doute, vous pouvez me consulter. Je vous enverrai vers la bonne centrale citoyenne. Alors, hop là. Jessica, c'est normal qu'on ne se retrouve pas dans la salle? Ah bon? Tiens, je t'envoie. Merci. Florent Lyon, hop, Métropole de Lyon. Domartin, je ne sais plus quelle communauté de communes c'est. Mes yeux, je vais vous envoyer du coup avec la métropole de Lyon. Hop. Saint-Julien-sur-Bibeau, j'ai oublié. Domartin. Jessica, tu m'entends? Oui, ça y est, je t'entends. Comment est-ce que je fais, moi? Parce que j'étais dans la salle Watt encore, mais je suis tout seul avec. Ah, bah c'est peut-être qu'il n'y a pas de gens de ton Non, mais c'est territoire. comme ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire, oui. D'accord, donc j'y retourne. Ouais, je viens te voir. Si je peux. C'est la CCPA, ok. Moi, Domartin. Jessica, Ah, CCPA, il n'y a pas de centrale citoyenne. Oui, Max. il y avait une dame, Mazouillet, mais elle est partie. Avant Ah, que j'ai eu le temps de parler, j'attendais 2 minutes. mince. Là, je la vois plus dans la... Elle est plus connectée. Et marraine, c'est CCPO? Tu sais, toi? Je crois, ouais. Bon, il n'y a pas CCPO, du coup, Après, c'est vers Chaponnet. je vais pouvoir, moi, faire une explication. Saint-Jean-de-la-Bussière, tu sais, toi? Non. Flo, Mais Saint-Jean-de-la-Bussière. Ah mince, mais moi, je ne peux pas chercher sur Internet. Vous pouvez chercher sur Internet, s'il vous plaît. Pommier, CCVPD. CCSB. CCSB. Allez, ben, je l'envoie. c'est la Corse, Saint-Jean-la-Bussière. Ok. L'accord. Voilà. Et marraine CCPO. Donc, Watt encore. On a de la perte en ligne quand même ou ça va? Anne-Sophie, je ne sais pas. Attends, redis-moi Saint-Julien-sur-Bibeau, j'ai oublié. Saint-Julien-sur-Bibeau, c'est là-haut dans la montagne. Je dirais que c'est la Corse ou c'est pas les monts du Lyonnais, ça? Je sais pas. Attends, je vais chercher. Coucou. Coucou. Non, c'est CPA, ça. Ah oui, on vient de le dire. Ah oui. CPA.
Avec Domartin. C'est l'Arbrel, Domartin, c'est la communauté de communes des pays de l'Arbrel. C'est ça. Ok, merci. Écoute, j'ai été appelée à l'aide par Soleil Beaujolais. Va, accomplis ton devoir. Merci. Il n'y a plus personne là connecté? Si, il y a des personnes dans la salle en question. Peut-être Flo, je vais te nommer animateur ou co-animateur. En attendant. Non, bah, je vais aller voir Soleil Beaujolais. Peut-être que vous êtes Maxime, vu que tu pourrais parler des centrales citoyennes aux personnes qui sont présentes en plénière là Oui, s'ils et qui se veulent. poseraient des questions. Parce que je vois ils qu'il y a rejoindre quelqu'un de Soleil Beaujolais. Chaponneau. Il y a Mitsu. Alors, je connais une Mitsu à Chaponneau. On doit pas en avoir 50 des Mitsu. Mitsu, si tu m'écoutes. Si tu C'est m'entends. bien moi, oui. C'est bien toi, d'accord. Du coup, je sais pas, on va dans la salle. Je fais une petite présentation parce que tu as. On doit aller dans quelle salle pour Chaponneau? CCVG. Ah oui, j'ai pas vu. Alors, Anne-Sophie, à Montretier, c'est les Monts du Lyonnais, mais il n'y a personne qui représente la centrale citoyenne des Monts du Lyonnais. Et du coup, pour tous ceux qui sont encore ici et qui nous écoutent, si vous le souhaitez, je veux bien que vous mettiez vos caméras, comme ça, si vous êtes d'accord, comme ça me permet de savoir que quelqu'un m'écoute, sinon je ne dirai rien. Tac. Alors voilà le principe. Donc les centrales citoyennes, effectivement, dans le Rhône, il y en a quasiment dans tous les départements, mais il n'y en a peut-être pas dans les vôtres où ils ne sont pas représentés. Sur les monts du Lyonnais, il y a Monts Énergie, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et donc, en gros, les centrales citoyennes, là, ils sont à la recherche soit d'actionnaires pour rentrer dans une nouvelle phase d'investissement dans des installations photovoltaïques, mais ils peuvent aussi être en recherche de bénévoles pour aller démarcher des collectivités, pour aller récolter des fonds, pour aller faire de la communication. Voilà. Généralement, ils ont des besoins comme ça, voilà, assez variés. Monts Énergie, j'avoue ne pas me rappeler où est-ce qu'ils en sont dans leur dynamique. Mais si ça vous intéresse, je peux tout à fait vous mettre en relation avec eux. Et du coup, hop, si on revient vraiment sur la gouvernance, c'est vraiment, donc dans les centrales citoyennes, on a souvent, c'est pas général, mais ça peut partir des habitants qui se posent des questions sur la transition énergétique et qui veulent devenir acteurs. Et du coup, dans leur démarche, ils sont obligés, en tout cas c'est comme ça que ça se passe, ah mince, oh ben, j'ai perdu. Ils sont obligés, d'impliquer les collectivités, parce que souvent, ce qu'ils vont vouloir, c'est avoir des financements et surtout avoir des toitures de disponibles. Et les acteurs qui doivent s'engager dans la transition énergétique, c'est les collectivités qui n'ont pas forcément les moyens. Et du coup, grâce à cette multiplicité des financements, ça allège un petit peu le montant alloué à la collectivité, ça rajoute de la démocratie et voilà, ça permet de répondre à cette problématique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur les centrales citoyennes. Non, pas particulièrement. Et bien du coup, s'il y a certaines personnes qui ont des questions sur des projets par rapport à la présentation que j'ai faite tout à l'heure, ça peut être le moment. On peut profiter de ce temps d'échange aussi.
Bon, eh bien, comme vous ne semblez pas avoir de questions, je vais aller me balader dans les salles pour voir si tout se passe bien. Est-ce que vous pourrez nous donner les coordonnées pour vous contacter et pas exposer là, lors de la réunion une situation personnelle, par exemple? D'accord. Eh bien, vous êtes sur les Monts du Lyonnais? Moi, je n'ai pas de truc citoyen dans ma collectivité, mais je me rapprocherais bien volontiers de celle de Ouest Lyonnais, là, Montretier et compagnie. Pour, Ouais. quand on n'en a pas sur son territoire, on peut déjà essayer de voir si ça sensibilise les élus, et moi, je vais aller questionner mon maire sur ce sujet-là. Je ne savais pas que ça existait. Je ne connaissais pas l'existence De ces collectifs citoyens. Bah, c'est vrai que sur la CCPA, il ne va pas y avoir de dynamique. Par contre, il y a une dynamique qui se monte sur la CCVG, Vallée du Garon et tout. Non, ça fait trop loin de chez moi. Par contre, Montretier, c'est plus proche. Je suis limitrophe. Peut-être que j'irai voir. Je rapprocherai plutôt de celle de Boisselière. De Montretier. Et sinon, vous en avez une qui est très, très active, c'est Copamo, Mornan. Oui, mais c'est très loin de chez moi, ça. C'est très loin. C'est assez, enfin, c'est loin. Alors, autant participer à celle. Et après, sinon, vous avez encore une pas très loin, entre guillemets, c'est sur le sol, en tout cas, c'est la CCVL. Et puis, il y a l'accord, là, sur Tarare, peut-être aussi, là-bas. Ouais, et ben l'accord, il y est là. Vous allez discuter avec l'accord? Soit l'accord, soit Tarare, soit Montpellier qui m'intéresse pas. Eh ben, attendez, je vais vous amener discuter avec celui de l'accord. Il est présent ce soir-là. Ça vous dit? Non, parce que je préfère Montretier. Je sais plus, c'est bien. D'accord, ok. Vraiment, je vais me renseigner sur ces conventions citoyennes. Et quant à mon projet de photovoltaïque pour ma maison, il faudrait que je l'expose Oui, vous vous. nous en parlez. Effectivement, ouais, on est là pour vous accompagner. Et donc, vous, Oui. sur les Monts du Lyonnais, c'est Monts Énergie. Voilà. Voilà. Ça bien avoir donc vos coordonnées maintenant. Et voilà. Et ben, de toute manière, vous êtes inscrit et moi, je vais envoyer une enquête de satisfaction. D'accord. Voilà. Donc, vous aurez nos coordonnées à ce moment-là. Et puis, donc, vous nous enverrez aussi le lien pour réécouter votre intervention éventuellement. Pour Oui. une deuxième, puisqu'il a été enregistré. Vous allez nous envoyer le lien aussi. Oui. Je vous remercie, mais pour moi, ça mériterait une deuxième écoute. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Oui, au revoir. Oh, c'est quoi que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Non, Ah, c'est moi. Ah, parce que-